on les a évoqués au début sur la première table ronde, les fameuses ZFE. Là, on va avoir quelqu'un qui est bien placé pour nous en parler et surtout pour un petit peu vulgariser le sujet auprès des chargeurs et des transporteurs, parce que c'est vrai que c'est un peu tout ce sujet réglementaire et ce maquis réglementaire est un petit peu touffu. Et on va avoir en plus, il s'agit de Jean-Philippe Elie, qui est chargé de projet numérique et développement services aux entreprises chez Logistique Low Carbone. Alors, Logistique Low Carbone, c'est une entité de l'ex, puisqu'on n'appelle plus maintenant, je crois, CGI, on appelle ça CGF, la Confédération des grossistes de France, et qui est partie prenante du programme Interlude, qui fait justement, je pense, mais il le dira bien mieux que moi, l'interface aussi entre les collectivités locales et les différentes fédérations à la fois de chargeurs, d'utilisateurs, et justement sur ce côté réglementaire. Mais Jean-Philippe, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici. On va parler d'un sujet qui est un petit peu ardu, qui est complexe, pour différentes raisons que je vais vous expliquer. On va parler des zones à faible émission mobilité. Donc j'ai prévu un petit diaporama qui va être lancé sous peu. Et surtout, ce qui est important, c'est les questions en fin de présentation, puisque j'imagine que vous aurez des questions sur les ZFE. Et vous allez voir, c'est excessivement complexe. Donc si on pouvait lancer le diaporama. Voilà, donc c'est l'impact des ZFE dans votre quotidien de tous les jours. Alors juste en préambule pour vous dire, en 2018-2019, je travaillais comme responsable du département transport et environnement à la CGI, donc qui est devenue la Confédération des grossistes de France. Et il y a 3 ans, les ZFE, c'était 4 ZFE, voire même 3. Et il y a 3 ans, personne ne pensait qu'en 2024, il y en aurait 44. C'est-à-dire qu'en 3 ans, il s'est passé des choses assez extraordinaires, pas forcément dans le bon sens pour les acteurs économiques, mais en tout cas, il s'est passé des choses sur le plan législatif, et on va voir ensemble ce qui s'est passé. Alors, très rapidement, en 30 secondes, de présentation du programme Interlude. Interlude, c'est la contraction de innovation territoriale et logistique urbaine durable. On est spécialisé sur la logistique urbaine durable, et notamment sur le dernier kilomètre. Alors, c'est un programme C2E, donc c'est un programme qui est piloté par le ministère de la Transition écologique. Et vous voyez là, vous avez la gouvernance du programme. La présidence, c'est l'ADEME que vous connaissez. Nous avons des représentants de l'État qui sont la DGEC et la DGITM. Comme c'est un programme C2E, donc de certificat d'économie d'énergie, nous avons des financeurs. Donc là, nous en avons 4, dont Total Energy, DINEF, Rubis et la SCAPED, qui est la filiale pétrole d'Intermarché. Et en bas, vous avez les partenaires. Donc, Logistique Low Carbone, c'est une filiale à 100% de la CGF, donc la Confédération des grossistes de France, dont je fais partie et dont je suis chef de projet numérique. Vous avez bien sûr la CGF, vous avez Roseau, qui est un bureau d'études spécialisé sur les C2E, et vous avez le CEREMA, que vous connaissez tous, c'est un centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement et l'environnement, donc un organisme public. On a des membres associés qui sont tous quasiment des organismes, enfin des collectivités publiques. Donc vous avez la DCF, l'AMF et France Urbaine qu'on ne présente plus. Et vous avez France Logistique, qui est présidée par Madame la ministre Anne-Marie Idrac, que vous connaissez également. Alors c'est quoi l'objectif d'Interlude? C'est très simple. Vous avez d'un côté des acteurs économiques, de l'autre des acteurs publics qui pendant des années ne se sont jamais parlé. Et très souvent, les acteurs publics ont imposé des choses aux acteurs économiques sur le plan réglementaire. Et donc l'idée d'Interlude, c'est de se dire, on va concerter dans les territoires, donc nous on travaille à l'échelon EPCI, on va concerter dans les territoires afin de créer des chartes de logistique urbaine durable. Et donc dans ces chartes, on va notamment parler de ZFE. Et il faut savoir que dans la convention Interlude que nous avons tous signée, la cible prioritaire, ce sont les collectivités qui ont soit des ZFE en cours, soit qui vont créer des ZFE. Et donc d'un côté, vous avez le CEREMA qui va sensibiliser, informer et accompagner les acteurs publics. Nous, Logistique Low Carbone, on va accompagner les acteurs économiques sur ces EPCI. Et à la fin, il y a une élaboration conjointe de chartes. Et hier, Nantes a été la première métropole à signer la charte qui a été faite en collaboration avec les acteurs économiques sur le territoire de la métropole nantaise. Alors, les ZFE. Comment s'adapter aux nouvelles contraintes réglementaires? Pour mémoire, il y a eu 2 lois. Loi de 2019, loi de 2021, il y a eu un arrêté de 2021, un décret de 2020, un nouveau décret de 2022, on attend un 3e décret sous peu. Ça fait beaucoup de textes réglementaires à apprivoiser pour vous. Le droit, c'est compliqué, et c'est encore plus compliqué quand c'est mal écrit.
Je suis désolé, mais les lois ont été très mal écrites, on a du mal à les comprendre, et donc il va falloir un petit peu s'adapter aux contraintes réglementaires, notamment liées à ces contraintes de rédaction un peu compliquées. Alors, ça c'est un exemple, c'est ce que vous devez savoir, c'est le minimum que vous devez savoir sur la loi. Donc c'est un petit schéma que j'ai fait, qui vous dit LCR, c'est la loi climat et résilience 2021, l'homme 2019, et toutes les flèches, c'est ce qui a été modifié. Donc vous voyez que la LOM et la LCR modifiaient un article du Code général des collectivités territoriales. Et ça, il faut le comprendre avant de rentrer dans une ZFE. Donc imaginez votre chauffeur-livreur qui va rentrer dans une ZFE et qui va devoir assimiler tout ça. Donc comme on est sympa, c'est pas lui qui va le faire, c'est vous qui allez le faire pour lui, qui allez essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors dans le détail, ça va être la chose suivante. Voilà. Donc, juste un rappel, les ZFE, ça n'a pas été créé pour vous embêter. À la base, il y a quand même une contrainte qui est une contrainte écologique. On sait que chaque année, vous avez 48 000 morts qui sont liés à la pollution. Ce sont des morts anticipées, hein. Ce n'est pas la pollution qui tue directement, mais c'est une espérance de vie qui baisse, et donc c'est 48 000 morts. Ce n'est pas qu'en France, c'est partout en Europe. Hein. Donc on a dit il faut éviter ces morts, et donc on va réduire nos émissions de polluants. Il y a aussi le problème des émissions de gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre, ça ne vous tue pas. C'est indolore, c'est inodore, mais ça réchauffe l'atmosphère. Ce qui fait qu'on a des chaleurs de 40 degrés au mois de mai. C'est ça le problème. Donc les politiques ont décidé de légiférer, alors c'est pas qu'en France, hein, c'est partout en Europe, et de créer des zones à faible émission. Et donc vous avez la LOM de 2019, donc de décembre 2019, qui a créé deux types de ZFE. Enfin, qui n'a pas créé, mais qui a rendu obligatoire deux types de ZFE. Tout d'abord, si vous êtes un petit peu écologiste dans l'âme et que vous êtes maire ou président de PCI, si ça vous chante, vous avez un PPA, donc un plan de protection de l'atmosphère qui est chez vous adopté ou qui est en cours, vous pouvez de vous-même créer une ZFE. C'est volontaire, vous le faites. Si possible en concertation avec les acteurs économiques, vous pouvez le faire. En revanche, les deux cas suivants, ce sont des obligations. Si vous avez une baisse, enfin plutôt une hausse des polluants dans l'atmosphère, et donc vous atteignez un certain seuil de polluants dans l'atmosphère, vous avez une contrainte, vous devez créer ces ZFE. Donc le premier cas concerne 4 métropoles, c'était Paris, Grenoble, Lyon et la métropole du Grand Paris, qui dès 2019-2020 devaient créer une ZFE. Avec le Covid, tout ça est un petit peu décalé. On s'est dit, on ne va pas embêter les gens, c'est déjà un petit peu le cirque avec le Covid. On va attendre un petit peu. Donc, ces 4 métropoles avaient déjà fait des choses. Et vous avez le dernier cas, qui est, à partir du 1er janvier 2021, il faut créer des ZFE dans un délai de 2 ans, lorsque, 1, les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées, et 2, lorsque les transports terrestres sont à l'origine d'une part prépondérante des dépassements. Et ça, c'est nouveau. Jusqu'à présent, les transports terrestres, certes, on les pointait du doigt en disant « oui, vous polluez avec vos camions, etc. » mais ce n'était pas inscrit dans la loi. Là, il est bien écrit dans la loi que ce sont les transports terrestres qui polluent. Alors, pour l'instant, c'est très vague. C'est quoi un dépassement des normes de qualité de l'air? Eh bien, c'est là que le législateur est apparu, un décret qui explique c'est quoi un dépassement. Donc, il faut que pendant 5 ans, sur les 3 années, pendant 5 ans, vous ayez un dépassement. Si pendant 3 ans, vous avez un dépassement des normes de qualité de l'air, ZFE obligatoire. Et vous avez en bas, on vous explique en quoi un transport terrestre est prépondérant dans le dépassement de ces valeurs limites. C'est soit le transport terrestre est le premier pollueur, et ça se mesure, soit la zone dans laquelle on veut créer des ZFE, il y a par exemple une autoroute qui passe, vous avez un grand axe avec des transporteurs qui passent, et là on décide effectivement qu'il va falloir créer une ZFE parce que là, il y a un dépassement des seuils. Donc là, on est vraiment sur du très juridique, mais dans les faits, ça va passer comme ça. C'est l'article L2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales qui a été modifié à plusieurs reprises. Et donc là, c'est un arrêté pris par l'autorité compétente, soit le maire, soit le président de l'EPCI, et qui va décider quelle sera la délimitation de la ZFE, quelle sera sa durée, quelles seront les mesures de restriction qui vont être mises en place, applicables à quelle catégorie de véhicules. Et puis, on s'est dit qu'au bout de 3 ans, ce serait sympa de vérifier si ça fonctionne. Très bien, au bout de 3 ans, on va vérifier. Le problème, c'est qu'on ne dit pas ce qui se passe au bout de 3 ans si ça ne fonctionne pas. Donc c'est soit on durcit la ZFE, et si ça fonctionne bien, est-ce qu'on peut la réduire? On ne sait pas. On sait juste qu'au bout de 3 ans, il faut vérifier l'efficacité du dispositif. Climat et résilience est arrivé par-dessus. En 2021, la loi climat et résilience, article 119, qui a modifié toujours le même article du Code général des collectivités territoriales, hein, le L2213-4-1. Et là, coup de tonnerre, c'est une obligation pour tout le monde. Les EPCI de plus de 150 000 habitants, c'est une ZFE obligatoire. Et là, disparue la contrainte de normes de qualité de l'air. Même si vous êtes vertueux, même si vous n'avez pas de pollution dans votre ville ou dans votre PCI, vous devez quand même la créer. Ça, c'est très nouveau, ça. Jusqu'à présent, on disait qu'il faut créer des ZFE pour effectivement
éviter la pollution pour la réduire, etc. Et là, on vous dit, d'emblée, quoi qu'il arrive, vous devez créer. Alors c'est là où le législateur est malin, il vous met un petit décret qui précise les modalités de dérogation. On peut effectivement déroger à la création de ZFE. Le problème, c'est que le décret n'est toujours pas sorti. J'ai regardé hier sur les J-France, il n'est toujours pas sorti. On l'avait annoncé pour le mois de juin, toujours pas fait. Et donc pour l'instant, on ne sait pas quelles seront les modalités de dérogation à une ZFE. On ne le sait pas. Donc dans le doute, on crée une ZFE. Alors, c'est là où il y a aussi un problème, où la loi est mal comprise. C'est sur les histoires de vulnes et de véhicules légers. La loi elle dit la chose suivante. Lorsque vous êtes dans une zone où il y a une pollution importante, il faut que l'autorité compétente, donc soit le maire, soit le président de PCI, prenne des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles, construits pour le transport de personnes, donc ça en SOMOC, ça ne concerne pas, ou de marchandises avec un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Donc ce qui veut dire que les vulnes vont être concernées de manière législative par des décisions au niveau du maire ou du président. Il y a un grand absent dans ce texte, ce sont les poids lourds. Ouais. Et les poids lourds n'apparaissent pas. Donc en fait, en théorie, on pourrait exonérer les poids lourds d'interdiction de circulation. Après, c'est un choix politique. Si on prend le cas de la métropole de Lyon, par exemple, les premiers véhicules qui ont été interdits à circulation, c'était les vulnes et les poids lourds, pas les VL, pas les véhicules des particuliers. C'est un choix après politique. Mais la loi ne dit que les vulnes, il y a que les vulnes qui sont concernées. Et là où souvent je vois une erreur, c'est le texte qui est juste en dessous. On vous dit que quand les normes de pollution de l'air, etc., ne sont pas respectées de manière régulière, il faut interdire la circulation des véhicules, et là vous avez 3 années, 2023, 2024, 2025, pour tel ou tel véhicule diesel, etc. Et là les gens disent, ah bah c'est foutu, les vulnes ne peuvent plus rouler. C'est pas vrai. Le texte dit, le transport de voyageurs. Les vulnes ne sont pas concernées par cette disposition. Et j'ai vu de nombreuses erreurs sur Internet où des gens disent l'inverse. Non, pour l'instant, les vulnes ne sont pas concernées. Alors, il y a juste un cas qui peut être intéressant, c'est l'artisan. L'artisan, il peut être société unipersonnelle, donc pas de personnalité morale, personnalité physique. Et lui, il va acheter un Kangoo, typiquement parce qu'il a une famille, il va acheter un Kangoo, et puis le Kangoo, il baisse les sièges parce qu'il doit charger son attirail. Eh bien oui, mais lui, il est concerné par la ZFE, parce qu'il est transport de personnes, son véhicule. Vous voyez où on va en termes de détails importants, c'est que s'il avait acheté un Vul, pas de souci, il pouvait circuler. Il n'a pas de chance, il a pris un Kangoo, il ne peut pas circuler. C'est ça la loi, et c'est ça la difficulté de comprendre et d'appréhender la loi sur les ZFE. Alors, actuellement, on en est où? Vous avez donc les 4 ZFE historiques qui sont à gauche. Vous avez 7 ZFE supplémentaires qui ont soit été créés, soit vont l'être. On voit que, par exemple, Rouen, c'est déjà fait depuis juillet 2021, que Aix-Marseille, ça sera en septembre, etc., etc. Donc, d'ici fin de l'année, c'est fait. Vous aurez des ZFE dans ces 7 territoires. Au final, en 2021, vous aurez 11 ZFE en France, ce qui est déjà beaucoup. Et si vous n'avez pas de chance, vous circulez dans plusieurs ZFE en même temps. Vous êtes transporteur, vous avez des clients à livrer, et vous vous retrouvez dans 2 ZFE, et notamment dans le nord de la France, on verra qu'il y a beaucoup de ZFE qui vont se créer dans le nord de la France. Il y a des chances que vous soyez obligé de circuler et de traverser différentes ZFE. Et donc, bien sûr, la loi Climat Résilience qui vous dit, fin 2024, 33 nouvelles ZFE, c'est obligatoire, vous n'avez pas le choix, sauf dérogation, et on ne sait pas quelles sont les dérogations. Et donc, fin 2024, on aura 44 ZFE en France, ce qui est énorme. Et juste sur les ZFE actuels, il y en a combien qui concernent justement le transport de marchandises au-delà des 3,5 tonnes? Toutes? Oui, parce qu'en fait, le pollueur, c'est le transporteur. On le sait tous, c'est comme ça, c'est dans l'esprit des gens, on est transporteur, on a un gros camion, on pollue. Ce qui n'est pas forcément vrai. Et Vul pollue plus qu'un camion. Il vaut mieux avoir un 19 tonnes dans un centre-ville que d'avoir 3 Vuls. Ça, après, c'est des choix politiques. C'est compliqué à faire comprendre aux politiques ce système-là. C'est qu'il vaut mieux avoir un seul camion que 3 Vuls. Ça s'est vu notamment à Strasbourg quand ils ont mis en place leur zone de circulation restreinte dans le centre-ville de Strasbourg, dans l'hypercentre. Ils ont dit on va remplacer les 19 tonnes par des Vuls ou des camions de moins de 7 tonnes. Et au final, la pollution n'a pas baissé. Les nuisances ont augmenté puisqu'il y a eu plus de trafic, etc. Donc parfois, il vaut mieux avoir un seul camion de 19 tonnes ou 24 tonnes plutôt que d'avoir des Vuls, etc. Et d'un point de vue géographique, ça donne ça. Alors vous avez 2 villes qui sont Reims et Saint-Étienne, qui n'ont aucune obligation et qui ont créé leurs ZFE. C'est un choix politique. Mais voilà, en tout cas, ce qui nous attend d'ici fin 2024. Alors, vous vous dites... Comment on fait maintenant pour circuler? Alors, avant que les ZFE soient mises en place, il y a une phase de concertation. En fait, c'est une étape obligatoire. Le public doit participer
à la mise en place de cette ZFE. Donc, une fois que le projet d'arrêté et l'étude qui suit là, qui explique pourquoi on va créer une ZFE est prêt, on doit le mettre à disposition du public. Cette mise à disposition se fait par voie électronique, tout le temps. Vous n'aurez pas d'affichage en ville, c'est vraiment, il faut aller sur le site web des collectivités pour le trouver. Simultanément, on vous demande de consulter et de proposer des modifications. Et donc toujours c'est pareil, généralement le PCI met en place un questionnaire sur son site et vous avez un délai pour le faire. Et au minimum, on doit vous laisser 21 jours pour pouvoir réfléchir et faire des propositions. C'est le délai minimal. On ne peut pas vous demander de répondre avant 21 jours. Côté élu, donc il y a une soumission à un avis. Le projet d'arrêté et l'étude est soumis à l'autorité organisatrice de la mobilité, donc les AOM, dans les zones concernées, aux conseils municipaux des zones limitrophes. Alors, les communes limitrophes, ça c'est le mot qui est dans la loi, hein, dans le code général des... Je sais pas ce que... Enfin, généralement, si on est dans la ZFE, on n'est pas limitrophe. On est dedans, on n'est pas dedans. Mais bon, ça, je vous dis, parfois c'est très mal écrit. Le gestionnaire de voirie, les chambres consulaires concernées, etc., etc. Donc là, on concerte, etc., on concerte, et puis, finalement, le projet d'arrêté est voté en conseil municipal ou en conseil territorial. Et une fois que c'est fait, vous avez une campagne d'information qui va durer à minima 3 mois, où on informe le public, qu'il soit particulier ou professionnel, qu'il va y avoir en place une ZFE, et on va tout lui indiquer, la durée de la ZFE, quels sont les périmètres concernés, quels sont les véhicules concernés. Là où Interlude est intéressant, c'est que nous, on travaille sur la concertation entre acteurs publics et acteurs privés. Ce qu'on a toujours dit, c'est que quand on crée une charte de logistique urbaine durable, il faut également le lier à la création des ZFE. C'est impératif. Et notamment, Nantes, donc, qui a signé sa première charte hier, a lié la ZFE et la charte Interlude. Donc, vous avez la possibilité, en tant qu'acteur économique présent sur un territoire, de vous faire entendre. Et on va voir tout à l'heure pourquoi c'est important de se faire entendre. Vous allez vite comprendre. Donc, on ne peut qu'inciter les acteurs publics et économiques à rejoindre Interlude. Alors, là, je prêche pour ma paroisse, mais... Public et privé. Les deux, oui, puisqu'on traite les deux, il n'y a pas de souci, on traite les deux. Donc, j'encourage effectivement à se concerter. Je rappelle que pendant 20 ans, il n'y a pas eu de concertation, que toujours tout était imposé aux acteurs privés. Je suis moi-même élu dans les Hauts-de-Seine et je me rends compte que mes camarades sont très peu au courant du transport de marchandises et puis sincèrement s'en foutent royalement. Ça ne les intéresse pas, ils vont mieux s'occuper des vélos. Ça, c'est une réalité. Hein. Les vélos les intéressent plus, la mobilité douce intéresse plus que le transport de marchandises. Et donc, on a une méconnaissance au niveau des élus du transport de marchandises. Et en fait, c'est gagnant-gagnant. C'est d'un côté, vous avez des acteurs économiques qui vont pouvoir se faire entendre, et de l'autre, des agents territoriaux, des élus, qui vont se former à la logistique urbaine. C'est gagnant-gagnant. Alors, c'est là où on va devoir un peu réfléchir. Je vous ai mis, la slide elle est très soft. Hein. Il y a 4 points, c'est tout. Alors, je vous ai dit, il va y avoir 44 ZFE. Potentiellement, vous allez avoir 44 réglementations totalement hétérogènes. C'est ça l'enfer. C'est potentiellement, en fonction des lubies des élus, en fonction de la spécificité du territoire, vous allez vous retrouver avec des règles qui ne sont pas les mêmes d'une ZFE à l'autre. Quand vous êtes dans une seule, c'est pas grave, mais quand vous devez franchir 2-3 ZFE, là, ça devient l'enfer. Donc, il va falloir réfléchir au niveau national et au niveau territorial à comment on peut homogénéiser ces réglementations. C'est un impératif, sinon personne ne s'en sortira. J'ai mis tout en bas, véhicules propres. C'est l'Arlésienne, on ne les a jamais vus. Alors ils existent, hein, mais on voit que la production n'est pas suffisante. À titre d'exemple, Renault Trucks, il y a 2 ans, communiquait sur leur production de véhicules propres, et depuis 6 mois, ils ne disent plus aucun chiffre. Parce que les chiffres sont ridicules. Hein, par rapport aux besoins en véhicules propres, c'est quasiment peanuts. Il y a 1 an, c'était environ 3% de véhicules propres sur 100 poids lourds. Sur ces 3%, c'était 2,9 de gaz. Donc l'électrique, j'en parle même pas. Alors là où c'est intéressant, c'est que les constructeurs ont fait des efforts. Et il y a une gamme qui s'est étoffée en termes de véhicules propres, que ce soit du gaz, de l'électrique ou de l'hydrogène. Mais c'est la production qui pêche. On a vu également qu'avec la crise des semi-conducteurs qui est liée à la crise du coronavirus, on n'arrive plus déjà à donner des pièces électroniques pour les véhicules des particuliers. Donc imaginez au niveau des poids lourds, on a un problème d'approvisionnement. Donc actuellement, la durée entre le moment où vous commandez un véhicule propre, style un poids lourd électrique, et le moment où il vous est livré, c'est entre 2 et 3 ans. Le problème, c'est que pendant ces 2 et 3 ans, les ZFE sont en train de se créer. Et là, il y a effectivement un souci, c'est que vous allez pouvoir dire, moi j'ai un véhicule propre, mais je ne l'ai pas encore, vous êtes gentil, mais vous ne circulez pas. Donc il y a le mot magique qui est le mot dérogation. Ça c'est le mot magique. On va déroger la règle. Et quand il y a trop de dérogations, la réglementation elle ne sert plus à rien.
Si vous dérogez à tir larigot, ça sert à quoi d'avoir une règle? Personne ne la respecte puisque tout le monde déroge. Donc c'est celui qui râle le plus qui aura le plus de dérogations. Donc c'est pour ça que je vous dis, il est important d'être dans la concertation pour pouvoir se faire entendre en fonction de vos besoins. Si vous n'êtes pas présent dans la concertation, eh ben, d'autres le feront à votre place et dérogeront pour vous, ou pas. C'est un choix, hein. Donc il faut déroger, mais déroger intelligemment. Typiquement, l'alimentaire, tous les camions frigorifiques sont en dérogation, quasiment tous. Je n'ai pas vu actuellement une ZFE où il n'y a pas une dérogation pour les camions alimentaires. C'est logique. Si demain vous interdisez à des camions frigorifiques de ne plus circuler en centre-ville parce qu'ils ne sont pas propres, crèches, hôpitaux, écoles, restaurants, cafés, bars, etc., c'est fini, plus d'approvisionnement. Donc imaginez au bout de 48 heures ce qui se passe. Les parents d'élèves, les gens qui veulent aller boire un coup après la fin du travail, etc. C'est fini, c'est fini. Donc on ne peut pas, donc il y a des dérogations. Donc idéalement, il faudrait qu'au fur et à mesure que les véhicules propres arrivent, que les dérogations disparaissent. Alors il y a des dérogations temporaires, il y en a qui sont permanentes. Et donc pour l'instant, comme il n'y a pas de contrôle, et c'est le mot magique qui est en haut à droite, actuellement il n'y a pas de contrôle sur les ZFE. Je vous le dis tout de suite, personne ne contrôle. Pour deux raisons. Ils n'ont pas le personnel. Les policiers municipaux, c'est une denrée rare. Les villes s'arrachent les policiers municipaux puisqu'effectivement, ils n'arrivent pas à en trouver. Hein. Et puis, l'autre solution, c'est le LAPI. LAPI, ça veut dire lecture automatique des plaques d'immatriculation. C'est un système caméra hein, sur une voie soit une deux voies, soit une voie classique. Et on vous flash. Et on sait, effectivement, avec votre plaque d'immatriculation, on sait quelle est votre vignette critère. Sauf que la LOM a dit pas plus de 15% de flashage par jour. Donc, en théorie, vous allez avoir un qui va se faire flasher et 5 qui vont passer à travers. Imaginez la malchance pour vous. Vous passez, vous ne passez pas. C'est un choix. Donc on va avoir des contentieux, je pense, qui vont arriver, puisque moi j'ai des EPCI qui m'ont dit que les 15%, ils ne vont pas les respecter, ils vont flasher à tir larigot. Je vous souhaite bonne chance pour prouver qu'ils avaient dépassé les 15%. Ça va être assez folklore. Donc on va être confronté pénurie de véhicules propres, dérogation à gogo et contrôle aléatoire. Ça, ces contrôles, ça arrive quand 2023 alors, je vais prendre un exemple. Ça devait arriver en 2022 dans la métropole du Grand Paris. Ouais. Et a priori, ça ne sera pas avant 2023, parce que ça commence à ruer dans les brancards. Et qu'ils ont ils ont des gens qui sont en train de se rebeller. Donc, je ne pense pas avant 2023. Ouais. Mais ça va arriver, donc il faut s'y attendre. Alors l'amende n'est pas élevée, hein, je crois, de mémoire c'est 168 € pour un VUL et 135 pour un camion. À la rigueur, le client paiera. Enfin, je dis ça, mais c'est ironique, hein, mais on verra. Mais pour l'instant, les amendes ne sont pas dissuasives, donc je pense qu'effectivement plein de gens ne respecteront pas. Les contrôles ne sont pas en place, et puis on voit bien que la loi, même si elle a une portée écologique et qu'elle est justifiée, on voit que sur le plan pratique, c'est l'enfer. Alors, c'est là qu'on va bien vous aider chez Interlude. Application mobile, Transeco, ZFEM. Transeco, ça veut dire transition écologique. ZFEM, vous connaissez. Et on va vous aider. Donc, on est en train de développer une application qui a été divisée en 4 lots. Comme Interlude, on travaille sur les territoires, on a décidé qu'on va vous fournir une information territorialisée. Vous habitez à Nantes, vous habitez à Caen ou à Saint-Étienne, vous aurez des infos pour Caen, Nantes et Saint-Étienne. Vous êtes acteur économique sur un territoire, vous aurez des informations sur les ZFE qui sont en cours ou qui vont se créer sur vos territoires. Le lot numéro 2, ce sera une carte. Alors il y aura deux choses, il y aura le calcul itinéraire. Donc on va vous dire, vous allez rentrer un itinéraire d'ailleurs multipoint, c'est-à-dire que si vous faites des tournées, vous pourrez donner vos points de tournée et vous saurez si oui ou non vous rentrez dans une ZFE et si oui ou non, avec votre véhicule, vous pouvez circuler. Le lot numéro 3, ça sera du guidage en temps réel. Alors là, ça sera comme du Waze ou comme du Google Maps. Hein. Vous serez guidé en temps réel avec vos camions et vos VUL. Alors, on travaille avec l'IGN, l'Institut géographique national, sur ce projet-là. Ils sont un petit peu en retard au niveau du guidage en temps réel, donc je pense que ce ne sera pas avant 2023. Mais en tout cas, c'est prévu. On a à la fois du calcul itinéraire et à la fois du guidage en temps réel. Pour le calcul itinéraire, on nous a demandé d'être compatible avec des solutions logiciels utilisés par les chargeurs ou les transporteurs. Hein. Donc on est en train de réfléchir effectivement à des API, c'est-à-dire des petites interfaces informatiques qui vous permettraient de récupérer dans vos outils les données qui viennent de notre applicatif. Donc c'est prévu, on a commencé déjà à discuter avec des professionnels là-dessus, mais on verra en fonction des logiciels utilisés, ceux qui majoritairement sont utilisés, on commencera avec ces logiciels-là, et puis on verra pour les logiciels un peu plus... un peu moins connus. Et enfin, le lot numéro 4, et celui qui est important, c'est qu'on va vous donner une information qui est fiable, qui est neutre sur les énergies. On va vous vendre bientôt du gaz. Plein de gens vont vous dire il faut prendre le gaz, c'est l'énergie de demain.
Ce sera généralement des fournisseurs de gaz qui vont vous dire ça. Hein. On voit que depuis un an, le prix du gaz a explosé. Pour une raison qu'on connaît bien, c'est la crise en Ukraine, mais pas que. L'hydrogène est un peu en retard. Les biocarburants sont pas mal, mais bon, ils ne sont pas tous critère 1. Et donc, pour un transporteur, c'est compliqué, à l'heure actuelle, de faire un choix de véhicule. Notamment quand il va changer sa gamme, sa flotte de véhicules, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire de ces véhicules-là plus tard sur le second marché. Est-ce que mon véhicule gaz, dans 5 ans ou 10 ans, vaudra quelque chose? Est-ce que mon véhicule électrique, est-ce que sa batterie sera encore performante dans 10 ans? On n'en sait rien. Donc effectivement, il y a plusieurs contraintes. C'est quelle énergie choisir et qu'est-ce que je fais après en revente? On ne sait pas. Donc on va également proposer un catalogue de gamme constructeurs en VUL et en PL propre. Là, c'est totalement neutre. On va vous faire une liste de ce qui existe, de leurs coûts, de leur délai de livraison, de leurs caractéristiques techniques. Par exemple, sur les VUL, quels sont les mètres cubes embarqués, etc. Et comme ça, vous pourrez choisir, en fonction de l'énergie que vous aurez choisie, vous aurez déjà une idée de ce que vous pourrez acheter. À titre d'exemple, un véhicule gaz, c'est 30% de plus qu'un véhicule diesel, et un véhicule électrique, c'est entre 2 et 3 fois le coût d'un véhicule diesel. Donc, quand vous achetez 3 véhicules diesel, là, ça sera un seul électrique. Donc, il va aussi falloir faire des choix sur le plan économique. Et je ne suis pas certain que les pouvoirs publics vous donnent suffisamment d'argent pour pouvoir compenser effectivement le coût d'un véhicule propre. Enfin, on travaille également avec l'IFP Énergie Nouvelle. Donc l'IFP, c'est l'Institut Français du Pétrole Énergie Nouvelle. Ils ont créé donc un outil de calcul de TCO, donc de coût total de possession d'un véhicule. Disponible, donc c'est verdirmaflotte.fr. Il est disponible sur Internet, mais que pour la longue distance. Or, nous, sur Interlude, on est vraiment spécialisé sur la logistique urbaine et le dernier kilomètre. Donc on travaille avec eux sur une modélisation de leur outil qui intégrerait à la fois le dernier kilomètre, mais également les VUL. Pour l'instant, ils ne proposent que du 19, du 12 et d'une 44 tonnes. Donc on est très loin de la logistique urbaine. Hein, donc voilà. Donc on va travailler avec eux là-dessus. Et pour vous donner ce que ça donne ceci. Ça, c'est les captures d'écran qui ont été faites de l'applicatif qu'on est en train de tester. Là, à gauche, vous avez l'exemple d'une ZFE. Vous avez le périmètre qui apparaît. Et à droite, vous avez l'exemple d'un parcours qu'on va faire entre 2 points. Ce sera directement sur votre smartphone. Alors, ce n'est pas une application smartphone au sens où vous le téléchargez sur Google Play ou sur Apple Play. En fait, c'est ce qu'on appelle un site web responsive qui donc existe, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, sauf qu'il a été optimisé pour le téléphone. Donc, il y aura plus de fonctionnalités sur le téléphone que sur la partie desktop. Donc voilà, donc ça c'est en cours de test. On va le faire tester d'ici quelques jours par les professionnels, les acteurs économiques qui veulent le tester. On avait fait, ce que vous voyez, on avait fait le 14 juin un atelier avec des acteurs économiques. Il y avait eu 60 participants, dont 26 fédérations qui étaient présentes. L'outil a vraiment suscité un engouement. On a déjà des demandes de tests qui vont être faites. Moi, je suis en train de le tester là en version alpha, donc j'ai retrouvé quelques bugs, mais ça commence à bien se décanter. Et donc je pense que d'ici quelques jours, vous pourrez, si vous le souhaitez, tester l'outil chez vous directement. C'est un outil gratuit? Il est totalement gratuit. Ah oui, ça ne coûte rien. Ça ne coûte strictement rien, c'est totalement gratuit. Et vous avez donc début des tests en juillet. On va également mettre en place un groupe de suivi, c'est-à-dire qu'on se dit, pour que le produit s'améliore, le mieux c'est de demander aux utilisateurs ce qu'ils en pensent. Donc on va créer un groupe de suivi qui va à la fois comprendre des collectivités territoriales, mais également des acteurs économiques, qu'ils soient entreprises ou fédérations ou organisations professionnelles. Et donc, au fil du temps, on va réfléchir à quelle fonctionnalité on pourrait rajouter ou qu'est-ce qui ne marche pas et qu'on doit supprimer dans l'applicatif. Donc, courant juillet, je vais lancer le groupe de suivi et donc c'est ouvert à toutes les personnes qui auront la volonté de nous aider à améliorer le produit. Et enfin, donc en juillet, c'est le lot numéro 1, donc c'est le lot d'informations territorialisées. Et entre septembre et octobre, ce seront le lot 2 et 4. Donc le lot 2, c'est tout ce qui est guidage, enfin tout ce qui est calcul d'itinéraire. Et le 4, c'est tout ce qui est énergie, catalogue de produits propres. Et puis l'IFPEN, le calculateur TCO. Donc voilà, j'en ai fini moi sur ma présentation. J'imagine que vous avez peut-être des questions à me poser. Ou alors j'étais suffisamment clair pour qu'il n'y ait pas de questions. Je ne sais pas, mais... Avez-vous des questions à poser? C'était très clair. C'est vrai que, et puis en plus très
très enlevé. Donc la présentation est disponible, hein, je l'ai transmise aux organisateurs, donc si vous voulez la récupérer, il n'y a pas de souci, hein, elle est totalement libre. Moi, j'ai juste une question sur le côté ZFE. Donc, c'est absolument pas. Aujourd'hui, il n'y a pas d'homogénéité sur la partie transport de marchandises. Justement, en s'appuyant sur ce type d'application, on peut savoir, mais a priori, Interlude, il travaille parce que pour l'intégrer dans la charte, mais finalement, rien n'oblige les collectivités locales à. Non, la seule obligation qu'elles ont, c'est pour la marchandise, c'est de se dire si c'est des vulnes de moins de 3,35, il faut qu'elles fassent des restrictions. Il n'est pas dit quelles restrictions elle doit faire, c'est à elle de choisir les restrictions. Je vais prendre un exemple. Vous aurez une ZFE 1, vous aurez interdiction de circuler avec un critère 5, et sur une ZFE 2, vous aurez interdiction de circuler avec un critère 4. Donc ça, c'est pareil, quand les deux ZFE sont très loin, on s'en moque. Quand elles sont plus proches, c'est un peu l'enfer pour trouver un véhicule qui fonctionne. Donc voilà, non, c'est vraiment le problème de l'hétérogénéité des réglementations. Ça date pas des ZFE, ça date de tout ce qui est livraison. On voit par exemple sur Saint-Mandé, vous avez une rue à Saint-Mandé qui traverse Saint-Mandé, Vincennes et Paris. Donc c'est une voie qui fait à peu près 1 km. Sur 1 km, vous avez 3 réglementations différentes pour la marchandise. C'est l'enfer. Alors juste avant de finir, puisqu'a priori il n'y a pas de questions, l'application ZFEM, c'est la première application qu'on est en train de développer. On en développe une seconde qui va vous intéresser, c'est les aires de livraison. On sait que les aires de livraison participent à la pollution. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous cherchez une aire de livraison pour vous garer, vous tournez dans la ville, etc., et vous dépensez du gazole, et donc vous émettez des polluants, et vous émettez du gaz à effet de serre. On a créé une application qui va être testée dans 3 villes. Donc je peux déjà en citer 2, puisqu'elles ont dit oui. On va tester ça à Nice et dans la métropole du Grand Lyon, donc typiquement la ville de Lyon. Et en fait, vous êtes un conducteur-livreur, vous avez l'applicatif qui est également totalement gratuit. Vous allez trouver sur votre écran les places de livraison qui sont libres près de votre véhicule. Alors comment ça fonctionne? Il n'y aura pas de capteur au sol sur les places. Ça coûte très cher un capteur au sol. Il faut l'entretenir, il faut effectivement l'installer, etc. Pas de capteur au sol. Ce sera le même principe que Waze. C'est plus il y a d'utilisateurs qui l'utilisent, et plus ça devient fiable, puisqu'effectivement, on saura que monsieur T était là il y a 10 minutes et que monsieur Y va arriver dans 20 minutes, etc., ou il garer ailleurs. L'autre avantage pour les collectivités, et c'était une demande des acteurs économiques que j'ai rencontrés, tout le monde veut qu'on respecte l'usage des aires de livraison. On se rend compte que beaucoup de gens ne respectent pas l'usage et stationnent sur ces aires de livraison. Et on s'est dit que si les forces de police municipales sont capables de dire bah, sur cette aire de livraison, c'est quelqu'un qui est régulièrement installé, qui est en train de livrer, de décharger ou de charger, on va se concentrer sur d'autres aires de livraison où il est censé n'y avoir personne. Mais au final, on risque de peut-être trouver des particuliers qui ont laissé un véhicule ventouse ou des gens qui ont chargé et déchargé depuis 1 heure et puis qui sont partis au bar. Alors je dis ça parce que je l'ai vécu dans une ville de la France. Il y avait une aire de livraison, il y avait un bar juste à côté, il y avait 3 gars dans le bar, il y avait un camion qui était garé juste en face. Et à un moment, les policiers municipaux vont voir les gars, et ils disent c'est votre véhicule, et les gars disent oui. Il ne s'est rien passé. Ils sont partis, effectivement. Les gars, ils étaient stationnés sur une aire de livraison. Ils ne chargeaient pas ou ne déchargeaient pas. Ils étaient en train de boire un coup, ce qui est tout à fait c'est louable, hein, mais pas sur une aire de livraison. Donc l'idée de cette application, c'est vraiment d'essayer de simplifier la vie des acteurs économiques, d'éviter qu'ils tournent dans la ville pour avoir des places. Et à terme, ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir réserver les aires de livraison. Alors, actuellement, on a un problème réglementaire. Pour l'instant, ce n'est pas autorisé. Mais on pourrait effectivement solliciter le Parlement pour y réfléchir, ne serait-ce que pour au moins faire des tests. Ou alors, il y a une autre solution, c'est faire des prédictions. C'est-à-dire que pendant 1 mois, on regarde quelles sont les places qui sont utilisées, et puis après, on pourra dire, vous savez qu'entre telle heure et telle heure, telle place n'est pas utilisée. Donc vous pourrez, si vous faites des tournées, vous pourrez dire, je me suis rendu compte que telle place n'est pas utilisée, telle autre non plus, et vous pourrez organiser votre tournée en fonction de ces prédictions. Et donc on travaillera avec de l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment au démarrage de l'applicatif. Donc première expérimentation, c'est en juillet à Nice et c'est à partir d'octobre à Lyon. Et il y a une 3e grande ville qui devrait nous rejoindre parce qu'elle a manifesté son intérêt de tester l'outil. Donc on est en train de créer pour les acteurs économiques au niveau d'Interlude un certain nombre d'outils. Et alors c'est pas un secret, mais Interlude 2 va exister puisque Interlude se finit normalement au 31 décembre. On a obtenu une prolongation de 4 mois, donc on va s'arrêter au 30 avril 2023. Et après, Interlude 2 devrait prendre le relais et donc on poursuivra le développement de ces outils numériques. Ok, merci beaucoup, merci Jean-Philippe sur ce. Les JO. Alors les JO, je pense qu'on va être obligé. Alors il y a déjà des projets actuellement, par exemple, de fret sur des barges électriques sur la Seine, après avec du cyclo-logistique derrière. Mais à un moment, je pense qu'il y aura des dérogations. On peut pas faire autre. Enfin, si on suit Paris, au 1er janvier 2024, il n'y a plus de diesel. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est alimentaire, il y aura des dérogations. Donc, je n'ai pas d'inquiétude pour manger et pour boire, etc. Mais à un moment, il faut adapter aussi la réalité du terrain à ce qu'on vit. Enfin,
Ok, merci beaucoup Jean-Philippe.